Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur les apprentissages informels. Je suis Solène Bouteille, membre du groupe École Moderne 01. Moi je suis Nicolas Monchamp, membre du GD 42, la Loire, Saint-Étienne. Et on participe tous les deux à l'organisation du congrès. On est membre de la commission relations extérieures et intervenants. Donc on va co-animer cette table ronde. Donc sans micro pour Nicolas. Lorsque nous avons réfléchi aux déclinaisons de la notion de l'émancipation, nous avons pensé aux apprentissages informels. Et pour réfléchir autour de cette notion, nous avons invité 3 personnes. Christian Rousseau, je vais te présenter Christian, militant au sein de l'ICEM, enseignant en classe multi-âge à 3 en REP. Oui, pardon. Donc nous avons, elles étaient 2, donc c'est bien, Valérie Sibert, membre des CEMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Et Laurent Haute, représentant d'un secteur de l'ICEM, le chantier de pédagogie sociale. Chacun, avec leur regard très différent sur la notion d'apprentissage informel et non formel, vont nous expliquer de quelle manière ces apprentissages peuvent s'opérer dans la classe et hors de la classe. Ils aborderont aussi les questions de comment ces 2 apprentissages non formels et informels se lient et comment elles s'organisent dans les différentes structures dans lesquelles elles opèrent. Et ensuite, dans quelle mesure les apprentissages informels et non formels participent à l'émancipation de l'enfant. Donc on va laisser la parole aux intervenants, à peu près 10 minutes chacun, donc s'ils n'ont pas terminé, ils sont prévenus, ils seront coupés. Et donc, il y aura un temps suffisamment long ensuite, puisque c'est une table ronde et non une conférence, même si la disposition n'est pas l'idéal, on est bien conscient, mais c'est les contraintes matérielles, ce sont les contraintes matérielles. On aura un temps suffisamment long à la fin pour échanger. Merci. Le micro sans fil. Je comprends votre grande déception, vous attendiez Bernard Collot et c'est moi qui... Voilà, je comprends. Et donc, mais vous allez voir, Bernard Collot n'est pas très loin dans mon témoignage. Alors, déjà j'ai noté ce matin, moi dans mon agenda que j'avais noté, table ronde, éducation formelle. Donc le lapsus était intéressant. Peut-être rappeler un peu que les apprentissages informels, du moins cette expression-là, renvoie à 3 notions, l'éducation formelle, l'éducation informelle, l'éducation non formelle. L'éducation formelle fait référence à l'éducation qui se fait à l'école. L'éducation non formelle, c'est l'éducation qui se fait dans un cadre périscolaire ou extrascolaire. Et puis l'éducation informelle, c'est l'éducation qui se fait dans la famille. En gros, c'est la classification admise. Alors, là, il s'agit d'apprentissage informel. Et moi, donc, je suis représentant de l'éducation nationale, c'est-à-dire travaillant dans un milieu extrêmement contraint, où la coercition est forte, et où la dimension formelle est la norme. Et pour autant, une question traverse... il y a une question qui traverse régulièrement la tête des enseignants, de tous les enseignants, c'est la présence dans nos classes d'enfants qui savent déjà ce qu'on va vouloir leur enseigner. Donc ça veut dire qu'ils l'ont appris quelque part. Donc on est déjà confronté à cette dimension-là. Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose à nous. Et puis quand on est enseignant freinet, on veut justement permettre aux enfants d'agir en connaissance de cause et de faire l'expérience des libertés fondamentales pour pouvoir les mettre au service de leurs projets, de leurs choix, de leurs désirs. Mais dans un cadre évidemment qui s'inscrit dans l'école, c'est-à-dire avec un programme qui est imposé et donc des compétences ou des savoirs atteints. Entre parenthèses, si les apprentissages peuvent être informels, c'est pour atteindre des savoirs très très formalisés. Donc nous, notre objectif, donc oui, en pédagogie freinet, c'est justement d'essayer, si possible, de mettre une organisation, de mettre en place
des dispositifs, on parle de méthodes naturelles, qui permettent aux enfants de faire émerger, on va dire, les processus naturels d'apprentissage, dans un cadre plus ou moins contraint. Puisqu'en pédagogie Freinet, on tient compte quand même de deux choses qui sont, on va dire, communément partagées, du moins dans les mots, dans l'éducation nationale, à savoir respect du développement des capacités, mais ce qui caractérise, à mon sens, la pédagogie Freinet, c'est aussi respect de la disponibilité. Voilà. Alors donc, oui, je disais, Bernard Collot n'est pas très loin, parce que il y a quelques années, il y a même pas mal d'années, beaucoup d'entre nous avions vu un reportage sur sa classe, un envoyé spécial, et on avait été tous frappés, en effet, par cette espèce de milieu vivant. C'est-à-dire qu'on voyait des choses qui se passaient apparemment sans que la place de Bernard soit, on va dire, déterminante. Évidemment, il avait créé des conditions, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui allait tellement de soi, des enfants qui arrivaient un petit peu avant l'arrivée du maître dans l'école, des enfants qui partaient seuls dans le village, à la poste, poster le courrier des correspondants, enfin des trucs hallucinants. Et tout se passait, je dirais, tout à fait naturellement. Les adultes étaient tout à fait, on va dire, complices de cette situation-là. Et tout paraissait naturel, je mets des guillemets. Et donc tout paraissait d'une certaine manière un petit peu informel. Et donc on a tous fantasmé en effet sur cette classe-là, enfin, beaucoup d'entre nous ont fantasmé sur cette classe-là, avec quelquefois l'illusion que il suffisait simplement de créer, de laisser faire pour que les choses se fassent et pour que les choses émergent et que les apprentissages émergent. Alors moi souvent je dis que en pédagogie Freinet, en effet, il y a 3 principes, mais qui répondent en effet à l'expérience des libertés fondamentales, à savoir laisser faire, laisser dire, laisser aller, la liberté d'agir, la liberté de circuler, et puis la liberté d'expression. Mais c'est du laisser faire, c'est laisser faire sans qu'il y ait du laisser faire. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, au départ, il y a des partis pris. Et donc, autre événement dans mon parcours d'enseignant, c'est quand je suis arrivé, et qui était déterminant pour essayer un petit peu de saisir ce que signifiaient les apprentissages informels, quand je suis arrivé en maternelle. J'avais fait une dizaine d'années en cycle 3, je travaillais en pédagogie Freinet, j'étais très content de mon fonctionnement, et puis arrivé en maternelle, j'ai eu beaucoup d'angoisse peu avant la première rentrée, en me disant, première chose, est-ce que si les enfants s'adressent à moi, est-ce que je vais les comprendre? Si moi je m'adresse à eux, est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont adhérer à mon projet, à mes désirs et à mes propositions? Enfin bref, il y avait beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'angoisse. Et donc, heureusement, j'avais cette expérience quand même derrière moi de pédagogie Freinet en cycle 3. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, là, pour le coup, j'ai laissé faire. Dans un cadre temporel contraint, de toute façon, même dans une famille, il y a des contraintes que sont, ne serait-ce que le lever, les repas pris ensemble, un certain nombre d'événements qui se font ensemble. Et donc j'ai observé ma classe, j'ai observé les enfants, et petit à petit, d'une façon très pragmatique, j'ai ajusté mon organisation à partir de ce que j'observais, sans trop m'inquiéter sur ce qui allait se passer dans un avenir proche ou lointain. Parce que c'est ça, tenir compte du respect du développement de l'enfant, ça suppose en effet que on a 25, si on a 25 enfants dans une classe, on a 25 identités, 25 développements différents. Moi je suis en classe multi-âge, mais dans une classe de niveau, c'est exactement la même chose. On a à la fois des histoires, des développements, des capacités, enfin bref, on a une complexité multipliée par 25, des systèmes complexes qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, qui se confrontent et qui pour le coup demandent des parcours, des cheminements très très différents. Donc voilà, et donc ça m'a beaucoup appris cette expérience en maternelle, parce que, soyons clairs, ce que j'ai pu m'autoriser en maternelle, ça aurait été beaucoup plus contraignant, beaucoup plus difficile en élémentaire. L'enjeu n'est pas tout à fait le même. On ne nous demande pas que les enfants sachent lire à Noël.
Enfin bref, il y a beaucoup de choses en effet qui pour le coup sont très formelles, très contraignantes et qui sont un petit peu plus souples. Et comme en plus j'étais directeur d'école, et donc j'encourage toujours les gens qui sont en face de moi à prendre des directions d'école quand on veut faire de la pédagogie Freinet, parce que quand les parents par exemple ne sont pas contents de la pédagogie qui est faite dans la classe, eh ben, ils vont s'adresser au directeur. Pas de peau, le directeur c'est vous. Donc, ce qui vous laisse du temps pour le coup d'expliquer, de rencontrer et on va dire d'amplifier on va dire les rencontres pour justement créer un peu d'empathie, un peu de complicité avec les parents. Pour revenir à la dimension donc informelle, pour témoigner du fonctionnement de ma classe, en partant du fonctionnement de ma classe, voilà ce que je peux dire, c'est que quand je m'adresse à des enseignants qui débutent et qui observent en effet ce fonctionnement-là, je leur dis, écoutez, faites l'expérience du fameux temps d'accueil en maternelle, qui est censé être un temps informel. Pas d'apprentissage, mais un temps informel. Le temps, en effet, que tous les enfants soient présents pour commencer, en effet, les activités que nous allons imposer aux enfants durant toute la journée. Si on observe ce qui se passe, pour peu qu'on ait mis un petit peu de matériel dans la classe, on s'aperçoit en effet qu'il se passe des choses, qu'il y a des enfants qui rentrent à un moment donné en activité spontanément, qui rentrent en relation spontanément, et puis qui décident de travailler, de faire des choses ensemble. Quand vous tapez dans les mains, et que, en effet, vous souhaitez faire de la pédagogie Freinet, vous ressentez une grande frustration. Parce qu'évidemment, vous interrompez des activités qui commencent à être a priori intéressantes et qui demanderaient un peu plus de temps pour être développées. Et se rappeler aussi une chose, c'est que le temps de l'enfant n'est pas le temps de l'école. Là, il y a aussi une vraie dissymétrie qui se pose, et que c'est pour ça que, par exemple, l'organisation en classe d'âge est un non-sens. Par niveau est un non-sens. C'est une organisation administrative, mais qui ne répond absolument pas aux besoins individuels, au cheminement individuel des enfants. Si on sait qu'à un moment donné, ils vont apprendre quelque chose, on ne sait pas combien de temps il leur faudra, on ne sait pas non plus quelles seront leurs disponibilités, et on ne sait pas à quel moment donc ça va émerger. À quel moment ça va émerger. Donc quand on fait l'expérience de l'accueil en maternelle, c'est 10 minutes sur un temps informel. Et puis, donc vous vous dites, non, je peux pas laisser cette situation-là en l'état, donc demain, je laisse un quart d'heure. Et là, c'est terminé pour vous, vous êtes piégé, vous arrivez sur le chemin de non-retour. Parce qu'évidemment, au lieu d'avoir 5 enfants commençant des activités qui demandent un petit peu de temps, vous en avez 10. Et quand vous tapez dans les mains pour réunir les enfants, c'est une souffrance insupportable, et évidemment, vous dites, là, il va falloir que je fasse quelque chose, que je réfléchisse, que j'aille dans mon groupe départemental, que j'aille rencontrer quelqu'un, enfin, il faut que je me libère de ça, il faut que je m'émancipe, parce que la première des émancipations, c'est non seulement de laisser faire, mais c'est d'accepter de laisser faire. Ça, la part d'incertitude qui est présente, en effet, dans les apprentissages informels, c'est quelque chose de très très difficile à supporter et à envisager quand on est enseignant. Et donc vous passez d'un quart d'heure à 20 minutes, et puis ça devient de plus en plus intéressant évidemment, et puis vous mettez de plus en plus de matériel à disposition, et puis évidemment petit à petit, l'expérience commune se construit, les règles s'installent, vous constatez qu'il y a des besoins qui apparaissent, parce qu'en effet, si vous laissez faire, eh bien, pour permettre des interactions riches et nourries, naturellement, eh bien, il faut aussi penser la circulation également, permettre aux enfants d'accéder à la fois au matériel, aux espaces de travail, aux toilettes. Rappelons toujours, mais ça, excusez-moi, après j'ai convaincu, mais que aller aux toilettes ne doit pas répondre à un droit, mais ça répond à un besoin. Donc, on n'a pas le droit d'aller aux toilettes, mais on a besoin d'aller aux toilettes. Donc si quelques-uns d'entre vous ont besoin d'aller aux toilettes, ne demandez pas la permission. Donc voilà. Et donc, vous avez d'un seul coup, en effet, on va dire que ce constat-là vous conduit à réfléchir, en effet, sur une organisation complexe. Alors la complexité, on peut toujours en parler longuement, elle est très difficile à définir, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il faut l'observer, la regarder, et puis essayer de trouver une place, se trouver une place dedans. Une minute. Voilà, une minute.
Donc voilà, et donc et je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'avais noté des choses parce que j'étais pas sûr de... mais je les redirai un petit peu plus tard. Oui, voilà, si. Dans ce cas-là, je vais conclure avec ça, puis je développerai si nécessaire après. Voilà, j'avais écrit comme dans une famille disponible, parce qu'évidemment, toutes les familles... ne sont pas toujours disponibles pour leurs enfants. Enfin, là aussi, chacun a des parcours particuliers. La part d'informel vient de ce qu'en famille, on est capable d'accueillir l'imprévu. Et la pédagogie Freinet, c'est justement organiser sa classe, permettre d'accueillir l'imprévu. En pédagogie traditionnelle, tout est prévu. Hein. Tout est attendu. Et on organise même sa classe pour que on anticipe les réponses des enfants et... voilà, on privilégie avant tout, je dirais, des trajectoires et surtout pas des cheminements. Voilà. Nous, en pédagogie Freinet, on est avant tout disponible à l'imprévu. Et c'est ça qu'on a en tête quand on rentre en classe. Comment puis-je améliorer mon fonctionnement pour justement pouvoir accueillir l'imprévu et supporter l'incertitude. C'est bon ? Très bien, merci. Question pour s'asseoir. Tiens, tu veux celle-là? On peut pas le mettre pour nous, mais ça marche. Ça marche? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc 10 minutes, c'est très court, finalement. Je vais donc présenter rapidement les CMEA et qui je suis, et au nom de qui je cause. Puisque je cause là plutôt au nom de l'ensemble des champs d'action des CMEA. Et donc ça vaut le coup, je crois, de balayer, parce que certains nous ont peut-être repérés exclusivement dans la formation des animateurs. Ce n'est pas le seul champ d'action. Et en lien avec la thématique d'aujourd'hui, nous regardions avec Anne, donc, qui est venue avec moi et avec qui, entre autres, j'ai préparé mes propos. Dans notre stand, vous verrez des extraits de ces affiches et de ces slogans qui me permettent de parler de nos différents champs. Donc, nous agissons dans le domaine de la formation à l'animation, bien sûr. Nous rencontrons aussi dans d'autres formations et parfois ensemble des enseignants et des animateurs et des représentants des collectivités locales, et ce qui nous permet de faire du pont entre l'école, l'enseignement, l'éducation formelle et le non formel ou l'informel dont Christian a donné quelques définitions. Et dans ces petites affichettes, ces petits slogans, nous nous sommes réaperçus que nous avions employé à plein de moments dans nos slogans la notion d'émancipation, ce qui montre, comme c'est une évidence, que c'est quelque chose qui est au cœur de notre action depuis longtemps. Quand Christian définit formel, non formel et formel, je repensais à tous ces espaces d'accompagnement culturel, puisque nous intervenons dans les espaces d'accompagnement culturel, dans des festivals, mais aussi dans un certain nombre de territoires pour, par exemple, accompagner des familles à fréquenter les musées. C'est le cas de la ville de Clermont, d'où je viens. Donc j'ai dit que je me présenterai, mais c'est un peu dans le désordre, ça fait rien. C'est accompagner, tu parlais de la famille comme espace d'éducation informelle, mais il y a aussi la rue, il y a aussi les copains, il y a aussi tout un tas d'espaces qui ne sont pas forcément identifiés par les adultes, mais sur lesquels nous essayons aussi d'agir à travers la formation des animateurs. Donc là, je vais faire un petit passage sur la formation des animateurs et en quoi cette préoccupation de l'émancipation à l'intérieur d'un cadre contraint, qui est quasiment aussi contraint que votre cadre éducation nationale, mais je réexpliquerai un petit peu les différentes formations à l'animation, parce que là, il y a des enjeux de résistance,
dans ce qui se passe dans le monde de la formation des animateurs, pour arriver ensuite à décrire ce que nous préconisons dans les espaces du périscolaire ou de l'extrascolaire au service des apprentissages informels. Je disais que j'allais dire 2 mots aussi pour me présenter. Donc, je peux aujourd'hui dire que je viens de la même région que nos 2 animateurs, puisque originaire d'Auvergne, directrice des CMEA en Auvergne, nous travaillons maintenant à dynamiser les CMEA dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec nos camarades de Rhône-Alpes. Un de ses représentants est là dans la salle, mais momentanément, il nous a juste aidé du point de vue pratique ce matin, mais je parle évidemment au nom de l'ensemble du réseau des CMEA. Dans mon action autre que mes fonctions de direction, c'est pas ça qui nous intéresse, j'agis donc depuis une trentaine d'années dans différentes formations, et donc je disais, dans le monde de l'animation, probablement beaucoup d'entre vous connaissent la logique de l'animation volontaire, le BAFA, le BAFD, ces brevets qui sont anciens, qui font partie de l'histoire des CMEA, et il y a un enjeu là dans l'animation volontaire à faire qu'elle se formalise pas trop et qu'elle reste bien dans l'esprit à la fois dans la construction de la formation, dans son évaluation et puis dans ses contenus, du côté des apprentissages informels. Résister à la formalisation, par exemple, je devais donc donner des exemples dans ma pratique, résister à un mode d'évaluation dans le cadre du BAFA qui serait construit comme un examen, c'est un enjeu pour nous important parce que ça nous tirerait vers le formalisme auquel nous résistons. Et c'est quelque chose qui est en débat aujourd'hui, qui nous oppose parfois aux agents de l'État, qui nous oppose pas toujours aux agents de l'État, mais aussi aux organismes qui agissent dans ces formations-là. Donc nous agissons je suis plus du tout mes feuilles, parce que j'ai eu peur de me faire piéger comme Christian, donc du coup ça va peut-être un petit peu plus brouillon. Donc nous agissons là, et dans ces actions de formation à l'animation volontaire, notre enjeu c'est de donner le désir de l'émancipation aux personnes en formation. Et ça reste encore possible dans l'animation volontaire. Du côté de l'animation professionnelle, nous agissons aussi. Nous accueillons des salariés déjà de l'animation ou des personnes en emploi aidé. Bon, ça c'est un débat qui va être réactivé par l'actualité politique et qui, dans leur dispositif d'accompagnement à la formation, rentrent dans ces formations professionnelles. Je vais peut-être donner des sigles que vous avez entendus. La filière complète démarre au niveau 5. BAPAT, BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS. Alors si vous voulez en savoir plus, on développera à un autre moment. Dans ces formations-là, la pression de l'économique, de l'emploi, du monde du travail est tellement forte que le désir d'émancipation est mis en second plan, en troisième plan, en quatrième plan, je ne sais où, et que l'enjeu c'est réussir aux examens. C'est le bachotage, et pour des militants formateurs de l'éducation nouvelle, des méthodes actives, qui veulent évidemment pas bachoter, c'est quelque chose de très très complexe. Anecdote récente qui se passe dans la subtilité, dans nos inconscients, dans nos actes acquis de formateurs. Nous démarrons une formation en travaillant sur l'élaboration des règles de vie collective. Il nous faut construire le groupe, il nous faut réfléchir ensemble comment nous allons vivre ensemble nos relations, organiser notre convivialité, nos pauses, etc. etc. Et il y a 20 ans, je dis, dans mes premières expériences de formation BPGEPS par exemple, pas de soucis, les groupes se mettaient au travail et c'était une évidence. Aujourd'hui, cette pression de la rentabilité fait que les 3/4 du groupe pensent qu'on est en train de perdre du temps.
ne comprennent pas pourquoi nous prenons du temps à penser le collectif ensemble pour pouvoir ensuite le vivre, à l'évaluer régulièrement. Combien de temps nous allons consacrer à évaluer notre vie de groupe, bien sûr pour théoriser et le faire et le réajuster, mais quelquefois les formateurs militants sont démunis et ont l'impression de faire le grand écart s'ils suivent les attentes du groupe qui lui veut être dans l'efficacité. Donc ça c'est un premier... je vais essayer de livrer quelques enjeux pour nous. C'est le but du jeu, me semble-t-il. Dans la préoccupation de l'organisme de formation aussi, est-ce que nous... je vais penser à l'exemple en premier. Il y a quelques années, j'intervenais à Clermont-Ferrand, pas toute seule, je vais dire je pour faciliter, mais c'est toujours en équipe. Dans la formation des auxiliaires de puériculture, travail en crèche. Et puis, satisfait de notre travail, l'école nous propose d'intervenir dans la formation des puéricultrices, donc des directrices. On a toujours envie, au CMEA comme ailleurs, je pense, de faire de la formation de cadres, parce qu'on se dit, en formant les cadres, on va diffuser beaucoup mieux qu'en formant d'autres catégories professionnelles. Au bout de 2 années, l'école nous a dit, on ne veut plus faire appel à vous, vos méthodes actives ne sont pas adaptées au haut niveau de formation. Ce rejet s'appuyait en fait sur un certain nombre de séquences de formation où, à partir notamment de films, nous interrogeons les pratiques. L'exemple le plus contesté par l'école était un travail sur les maternages et les modalités de la sieste, que j'ai travaillé aussi avec des enseignants d'accueil de 2 ans. Comment j'organise la sieste pour prendre en compte les besoins de l'enfant propres à leur culture. Et on avait un film avec 5 ou 6 cultures, 5 ou 6 modes de couchage, etc. Et nous, on questionnait ces puéricultrices, directrices de crèche, futures directrices de crèche, sur comment vous allez prendre en compte les différences qui participeront au vivre ensemble, etc., etc. Et donc là, ça a été déterminant. Nous avons arrêté notre partenariat avec l'école de Clermont là-dessus. Alors, je donnais cet exemple-là parce que des mouvements comme le nôtre sont souvent en grand tiraillement sur comment nous acceptons les contraintes. Un de nos congrès, il y a, alors pas le dernier, mais qui était ici d'ailleurs, mais l'autre d'avant, nous avions travaillé sur répondant. Est-ce que nous répondons, est-ce que nous répondons aux appels d'offres? Les appels d'offres de formation créent un cadre hyper contraignant qui empêche ensuite la liberté pédagogique dont tu causais tout à l'heure dans la classe et que nous essayons aussi de vivre dans nos groupes en formation. Et mon expérience, notamment de relation avec le CNFPT, tout le monde connaît le CNFPT? Non. Bon. Le Centre national de formation des personnels territoriaux, c'est à travers des... Alors maintenant, je peux dire, en tout cas en Auvergne, dans les relations que nous, on a instaurées en Auvergne, un véritable partenariat pour la formation des agents qui travaillent en complémentarité avec l'école dans le périscolaire. Alors, il y a encore ce terme de garderie qu'on peut discuter longuement, sur les temps de la pause méridienne, les ATSEM, tous les personnels qui sont rentrés dans les dispositifs liés au nouveau rythme. Et nous avons développé au fil des années un partenariat important avec le CNFPT qui fait que nous sommes passés d'une réponse à appel d'offres avec des propositions pire que les programmes de l'éducation nationale, séquencées de telle heure à telle heure, on fera ça répondra à tel objectif et avec telle méthode. Et au fur et à mesure de notre reconnaissance, nous avons acquis la liberté pédagogique qui fait qu'aujourd'hui, on peut être à l'écoute des besoins, des attentes des publics, co-construire avec eux les contenus de formation, évaluer régulièrement les méthodes, les ajuster, etc. Mais ça demande du temps, ça demande... Oh là déjà. Alors vite, je passe du côté des loisirs. Je vais être sur cette liberté, sur ce quart d'heure là que tu évoquais à l'école. Nous essayons de transmettre dans les formations d'animateurs
que le temps périscolaire ou le temps extrascolaire, il doit s'organiser comme ton quart d'heure, mais toute la journée. Aujourd'hui, on a encore des projets pédagogiques d'accueil de loisirs qui disent de telle heure à telle heure, il y aura du temps libre. Alors là, nous, on s'ébroue, on essaye de rester calme, mais c'est quoi le reste, pendant les vacances, c'est quoi le reste? Et en fait, ce terme de temps libre, les projets, les équipes, en fait, le nomment temps libre ce qui serait de l'informel total, où ils laisseraient complètement la liberté, alors que à d'autres moments, ils mettent des conditions et ils sont un peu plus en surveillance. Mais nous, on essaye de travailler à cette porosité complète avec ce qui est nommé temps libre et puis le reste, pour dire, on part des projets des enfants, on crée des conditions pour que les enfants puissent mener leurs projets, et c'est là qu'on rejoint complètement tout ce que pouvait dire Freinet, mais on l'applique au temps d'animation. Mais le combat n'est pas gagné, on le sait. On a des preuves dans un certain nombre de pratiques de terrain par nos militants qu'on peut le faire, que ça se passe bien. Et là, je vais donner un dernier exemple des contraintes environnementales, politiques et autres. Les équipes que j'accompagne dans un conventionnement avec la ville de Clermont m'appellent en urgence l'été dernier. Faut que tu nous aides parce que les services techniques de la ville sont venus contrôler les aménagements et il faut qu'on démonte tout. Nous avons dans le parc de cet accueil de loisirs des aménagements de type parcs municipaux, là, les toboggans, les machins, les trucs. Et les services techniques ne venaient jamais contrôler ça. Enfin, ils venaient les contrôler pour revisser les boulons, mais c'est tout, quoi. Et là, cette année, les personnes des services techniques sont venues puis ont constaté, sans accompagnement par l'équipe, que les enfants avaient accroché une boîte aux lettres à un toboggan pour jouer au facteur. Il y avait une tyrolienne avec une espèce de seau qui montait des cailloux parce qu'ils avaient fait un chantier, etc. Mais ils ont observé ça sans accompagnement, sans voir les enfants en action, et nous ont fait un beau courrier avec des photos, détournement, inconscience, prise de risque. Voilà. Et bon, je m'arrête parce que je crois que ça y est, la minute est passée. Il faut se battre pour ces terrains d'aventure et ces explorations par les enfants, enfin le tâtonnement, l'expérimentation. C'est pas à vous que je vais faire une leçon. Voilà. Je vous remercie. Bien, quand on s'était vu hier, on s'était dit qu'on allait faire une intervention en 3 parties, que Christian allait se taper le côté formel de l'école, histoire que les gens qui sont là se disent qu'ils ne s'étaient pas trompés d'environnement et qu'ils étaient bien dans un environnement connu, qu'après on passait à l'éducation populaire, les CMEA, et qu'on arrivait au cas particulier de la pédagogie sociale en 3e. Donc je suis le numéro 3, donc Laurent Hoth. Et je dois un peu expliquer le point de vue, je dirais, de la pédagogie sociale par rapport à cette histoire d'émancipation. Par rapport à cette histoire d'émancipation, et j'ai envie de repartir des choses que j'ai entendues. C'est-à-dire, Christian, il parlait d'irréversibilité. C'est-à-dire que justement, à partir du moment où on a commencé à lâcher prise, à partir du moment où on a commencé à partir de ce qui se passait, de ce qui se produisait en bas de chez nous, à partir du moment où on laissait la rencontre l'emporter sur le prévu, où on laissait le hasard l'emporter sur le programme, à partir du moment où on prenait sur soi l'angoisse, parce que c'est à nous de la porter, et pas aux enfants et au public vers qui nous allons de le porter, et bien que c'était irréversible. On a tous eu cette expérience, nous, enseignants Freinet. On a tous eu cette expérience qu'on a commencé par lâcher 10 minutes, qu'on a commencé par lâcher 1 heure, qu'on a commencé par lâcher les punitions, qu'on a fini par lâcher les devoirs, qu'on a fini par tout lâcher. Moi, j'ai tellement tout lâché que j'ai quitté l'éducation nationale et que je continue encore à lâcher plein de choses. C'est incroyable tout ce qu'on a à lâcher. On ne sait pas à l'avance. Il y en a une liste un petit peu énorme. Mais en tout cas, nous avons cette expérience en commun, c'est celle de l'irréversibilité. Jamais je ne reviendrai en arrière. Jamais je ne reviendrai en arrière dans ma relation avec les enfants. Jamais je ne reviendrai en arrière dans ma manière de m'adresser aux parents. Jamais je ne reviendrai en arrière dans ma manière de voir quelle est ma fonction, quel est mon rôle, quelle est ma mission, quelle est ma responsabilité. Jamais je ne reviendrai en arrière. Ça, cette irréversibilité, nous l'avons pour nous. C'est notre force. C'est quelque chose qui fait que nous avançons même si nous avons peur. C'est quelque chose qui fait que nous avançons même si les difficultés autour de nous, politiques, administratives, ne font que se renforcer chaque jour.
Là, on en est tous là. On se dit, avec les nouvelles mesures de gouvernement, les emplois aidés qui disparaissent, c'est la fin du secteur associatif. Nous, à Intermed Robinson, tous nos emplois sont des postes aidés. Autant dire que notre durée de vie se compte en mois. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que ça dure comme ça. Et nous sommes toujours là. Et nous continuons toujours à avancer parce que nous sommes portés par cette irréversibilité. L'autre chose que nous avons en commun, c'est ce côté d'avoir un pied dans l'institution, ce pied en dehors. Et évidemment, ça aussi, c'est quelque chose que nous avons tous en commun à un degré ou à un autre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être contraints. Nous ne pouvons pas être inclus. Nous ne pouvons pas être intégrés. C'est absolument impossible, nous ne sommes pas digérables. Nous ne sommes pas digérables par le système. Donc, de toute façon, nous avons toujours quelque chose qui nous porte vers l'extérieur. En pédagogie sociale, on considère qu'il y a 3 sortes de pédagogie et pas 50 et pas 100. Il n'y a pas la pédagogie Montessori, Kortchak, Freinet, qu'il n'y a pas la pédagogie Steiner, la pédagogie traditionnelle. On considère qu'il n'y a que 3 types de pédagogie, des types de pédagogie. La pédagogie traditionnelle, notre grande mère, l'éducation nationale, l'éducation nouvelle et la pédagogie sociale, dans laquelle les membres du chantier de pédagogie sociale mettent Freinet du côté de cette pédagogie sociale, aux côtés d'ailleurs de Paulo Freire et de Janusz Korczak. Mais tout le monde comprend le passage de la pédagogie traditionnelle à l'éducation nouvelle. Tout le monde comprend le passage d'une éducation descendante et transmissive et notionnelle à une pédagogie par l'environnement, par la relation et par l'accompagnement. Tout le monde comprend ça. Ce qu'on a beaucoup plus de mal à comprendre, et encore plus de mal à faire comprendre, c'est le passage de l'éducation nouvelle à la pédagogie sociale. Parce que, moi j'en suis persuadé, l'environnement n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape dans l'abandon et dans le au revoir à l'institution que nous devons faire. L'environnement n'est qu'une étape dans laquelle on se dit, oh là là, je vais prendre des sécurités. Je quitte l'institution, mais je vais créer un environnement favorable. Un environnement épanouissant. Un environnement riche, avec beaucoup d'apports culturels. Les enfants écouteront de la musique classique pendant 15 minutes le matin, on mettra un peu de Vivaldi. Vous comprenez, hein, ils iront où ils voudront, mais là où ils iront, il y aura des belles choses. Peu importe qu'ailleurs, autour, c'est le chaos. Peu importe qu'ailleurs, autour, c'est le chantier, c'est le dawa, c'est la guerre sociale qui fait rage. Nous allons faire des îlots. Et nous nous mettons à rêver d'îlots, d'îles, de lieux d'accueil, d'espaces merveilleux. Nous nous mettons à rêver de « Ah, si on pouvait louer une petite ferme, un peu loin de la ville, et les enfants pourraient grandir et vivre épanouis, courir avec les chèvres et tout, c'est fabuleux. » Hein, vous voyez, ce côté, nous rêvons d'utopie. Nous sommes au stade de l'idéalisme. Et l'idéalisme, c'est une maladie dont il faut guérir. Sinon, elle nous tuera. Et je pense qu'en pédagogie Freinet, nous ne sommes pas idéalistes, nous sommes matérialistes. Et que les mots veulent bien dire quelque chose, c'est-à-dire que nous travaillons à partir de la matière et de la résistance des choses et du milieu. C'est-à-dire que nous devons passer de cet environnement choisi, rêvé, qui nous rassure, nous, vers la réalité sociale. Et à un moment donné, dire j'abandonne cet environnement, ce petit nid, ce petit cocon que j'ai voulu construire, et je vais plutôt aller dans la réalité sociale, sans jugement, sans a priori. Et je vais l'accepter comme elle est, inconditionnellement. Ce qui fait naître la pédagogie sociale, c'est l'inconditionnalité. On va travailler avec quiconque, on va travailler n'importe où, on va travailler avec ce qu'il y a, on va travailler avec la réalité sociale, culturelle, avec les conflits. On va travailler avec tout ce qui existe, tout ce qui agit là où nous sommes, mais nous allons le transformer. Mais nous allons y faire quelque chose. Mais nous allons agir. Mais nous allons dire aux enfants et à tous qui nous pouvons agir ensemble, et pour pouvoir leur montrer, nous allons le faire ensemble. Le passage à la pédagogie sociale, il est là. Et c'est pour ça que nous n'avons rien à voir avec la pédagogie Montessori, qu'on se le dise une fois pour toutes, c'est le mal. Nous sommes la pédagogie Freinet, c'est-à-dire la pédagogie de la réalité. Nous ne sommes pas la pédagogie de l'environnement merveilleux où les enfants sont libres,
complètement libre d'utiliser du matériel Montessori sur des tapis Montessori, sous le regard d'éducateurs montessoriens. Nous allons travailler avec le monde qui n'est pas breveté ni copyrighté et où il n'y a pas de tapis de couleur pour ranger le matériel rose du côté du rose et le matériel vert du côté du vert. Nous sommes dans une autre dimension. Et c'est donc dans cette dimension que je me suis posé la question de cette éducation informelle. Quelles sont ses caractéristiques? La première caractéristique, c'est que cette éducation informelle que nous allons faire dans l'environnement, cet environnement, nous allons essayer de le transformer en milieu, eh bien, il vient de deux raisons majeures. La première raison, c'est le déclin des institutions. C'est-à-dire que nous voyons que toutes les institutions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient de l'éducation nationale, qu'elles soient de l'éducation spécialisée, toutes les institutions sont en crise. Et cette crise ne fait qu'augmenter. Nous voyons aussi que nous devons sortir de la pensée binaire. Il fut un temps où nous avons tous été formés à penser l'enfant, il est à l'école ou il est hors de l'école. Il est dans sa famille ou il est hors de la famille. Nous pensons de manière binaire. La réalité est beaucoup plus complexe. Vous savez, les enfants que vous avez vus hier d'Aven Savouré, leur relation à l'école, elle est extrêmement complexe. Certains n'y sont pas allés du tout. D'autres y sont allés un peu. Certains aimeraient y aller, d'autres pas du tout. Certains n'y vont plus, certains peut-être y referont un tour. Nous ne sommes pas dans une relation binaire scolarisée, pas scolarisée. On est dans une relation complexe, faite de plein et de déliés, de continuité et de rupture. Et nous devons travailler au-delà. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre dans l'environnement dehors pour pouvoir travailler avec cette complexité. Parce que si nous sommes rivés à une institution, si nous sommes rivés à un point précis de l'environnement, nous ne saurons pas appréhender la complexité des choses. Et nous, il va falloir que, précaires parmi les précaires, nous nous donnions les moyens de continuer à voir ce qui leur arrive et de pouvoir agir avec eux pour transformer à la fois l'environnement et les destins. C'est ça que nous essayons de faire. Donc pour cela, nous partons de ces deux constats. C'est-à-dire que la relation binaire aux choses et aux institutions, elle est morte. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose qu'un enfant est scolarisé. Qu'en sera-t-il demain? Cet enfant qui brille là, dans ma classe, dans 3 ans, que va-t-il lui arriver? Est-ce donc si important ce qu'il est en train de faire là scolairement? Si on sait son destin, si on sait son avenir, si on sait de quoi il aura besoin demain, réellement, est-ce qu'on va mettre tout le paquet sur les évaluations et les QCM? J'en doute beaucoup. Donc je pense que c'est notre point de vue qu'il faut arracher des institutions. Nous, après, on y est forcément. Mais notre point de vue, il faut arriver à l'émanciper. Cette émancipation, c'est d'abord la nôtre. Nous ne pourrons émanciper personne si nous n'avons pas été en mesure nous-mêmes de nous émanciper d'abord du point de vue des institutions. On nous a appris à regarder depuis l'institution. On nous a appris à voir depuis elle. Il faut nous réapproprier notre regard. Il nous appartient à nous. Notre regard n'appartient pas à l'institution. Et nous devons faire primer notre propre responsabilité sur notre regard. Alors après, je me disais, quelles sont un peu les caractéristiques de l'éducation non formelle en pédagogie sociale? Et je me disais, on va quand même trouver des choses des invariants, pour reprendre une terminologie Freinet. Eh bien, en pédagogie sociale, quand nous travaillons dans les pieds d'immeubles, quand nous travaillons dans les bidonvilles, quand nous travaillons sur les parkings des hôtels sociaux, eh bien, on va retrouver des choses que je connaissais déjà en pédagogie Freinet, c'est-à-dire qu'on part d'abord du collectif. Nous partons toujours du collectif. Il y a des règles. D'abord, nous devons créer le collectif. D'abord, nous devons créer le groupe. D'abord, nous devons instaurer une communauté dont nous sommes garants. Quelle que soit la précarité de l'environnement, quelle que soit l'incertitude sur le fait que ça durera ou pas, c'est notre première mission. Partir, créer du collectif. Parce qu'en pédagogie Freinet, nous savons que la personne naît du collectif. Et que ce n'est pas l'inverse. Et qu'il est donc absolument fondamental que nous ayons ce collectif de qualité capable de produire et de transformer les personnes. Nous n'aurons pas la maîtrise sur
la manière dont ça fonctionnera, mais par contre, ce collectif, nous avons une responsabilité sur lui, et c'est une règle. La deuxième règle de la pédagogie informelle, c'est rigolo de parler d'informalité et de règles, mais il y a des règles. La deuxième règle de la pédagogie informelle, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de préalable. Vous voulez danser, apprendre à danser, bah dansez. Il n'y a pas de préalable. Les enfants que vous avez vus hier, ils ne sont pas allés prendre des cours. Nulle part. Ceux qui jouaient, Douchko qui jouait du piano, il ne connaît pas une note. Il n'a jamais mis un pied au conservatoire. Vous voulez apprendre, vous voulez faire quelque chose, faites-le. Il n'y a pas de préalable. Action directe. Action directe, nécessité de l'action directe. Nous devons renoncer à la phase des apprentissages. Cette manière de penser où d'abord on étudie et après on applique est triplement erronée. Elle est erronée parce qu'elle n'est pas réelle, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça marche la vie. D'abord on est jeté dans le bain et on doit se démerder. On n'a pas eu une phase d'étude, alors tu vas naître, après tu seras dans le monde, alors on va t'expliquer. Non, on n'a pas eu ça. On nous a jetés directement là. Sans préalable, il a fallu se démerder. Dès la première minute, dès la première seconde, il a fallu se démerder. Et bien ça continue. Donc déjà, la deuxième règle, c'est pas de préalable. Inconditionnalité, pas de préalable. Et la troisième règle, c'est le mélange. On ne pourra pas produire quelque chose en pédagogie freinétique, en pédagogie sociale, de mon sens, de mon point de vue, en pédagogie, en éducation informelle, on ne pourra pas produire si nous sommes dans la monotonie. Nous devons être dans la diversité, nous devons être dans le pluriel, nous devons accepter le plus de différences possible, la multiculturalité, l'échange, nous devons mélanger les genres, mais y compris dans nos modes de relation. Nous avons des relations très personnelles avec les membres de notre groupe. Vous avez vu à la fin du concert, Abdel qui roule une pelle à Marie. On a des relations très personnelles. Parce que nous sommes volontairement dans le mélange des genres. L'affectif, le cognitif, ça marche ensemble. Le social, le politique, ça marche ensemble. Nous devons être dans le mélange, là où on nous a tous appris, là où on nous a tous menti, que nous devions séparer les choses, nous devons réapprendre à les mélanger. Et je crois que ça, c'est la clé de l'énergie. Parce que finalement, quelle va être notre force? C'est d'être porté par l'énergie sociale. C'est de créer cette énergie sociale, que ce soit dans une classe, que ce soit dans une école, que ce soit dehors, que ce soit dans la rue. Notre but, c'est de recréer de l'énergie là où, vous voyez, nous vivons une véritable crise énergétique et sociétale. C'est mort du point de vue de l'énergie, la France. C'est terrible. Électroencéphalogramme plat, c'est misérable. Nous devons créer de l'énergie. Et vous savez comment on crée de l'énergie? En faisant de la différence de potentiel. En amenant des différences de potentiel. En amenant des super danseurs avec des débutants, en amenant des super lecteurs avec des illettrés, en amenant des gens qui savent tout avec des gens qui pensent qu'ils savent rien. C'est là que nous allons créer le potentiel, la différence de potentiel, c'est là que nous allons créer l'énergie sociale. Et cette énergie sociale, elle est là, notre mission. Et elle s'arrête là. Je crois que nous, éducateurs, nous n'irons, notre but, notre mission, c'est de créer cette énergie. Après, elle nous échappe. C'est pas nous qui en avons le contrôle, c'est pas nous qui en maîtriserons le flux, c'est pas nous qui en maîtriserons les aléas, mais par contre, si nous avons créé cette énergie, c'est sûr, il va en sortir quelque chose. Je vous remercie. La parole est à la salle. Vous faites tourner le micro vous-même, sauf si vraiment c'est à l'autre bout, on vous le passera, mais voilà. C'est celui-là qui tourne. L'autre, il est attaché. Il est allumé? Oui. Très bien. Bien. Rebondir. Pas de volonté de prise de parole? Est-ce qu'il y a un intervenant qui voudrait s'exprimer? Merci Laurent. J'ai cassé un truc là. Le producteur.
Je ne sais pas si je vais être en lien direct, mais je crois quand même, dans le cadre du projet de collège coopératif, on veut des grosses pauses méridiennes, ce qui est rare en collège, un temps d'accueil, etc. Et on voulait travailler entre autres avec les CMEA, puisqu'on est juste à côté Berguet. Mais il se pose une question, en tout cas moi, il y a une question qui travaille, c'est le moment où l'éducation nationale, qui, comme ça a été rappelé, est un lieu institutionnel, se met finalement à faire de l'éducation populaire, puisque l'éducation populaire ou l'éducation donc informelle, pour reprendre le terme d'aujourd'hui, par rapport en fait au fait je m'inquiète moi du moment où on va empêcher qu'il y ait un espace qui puisse prendre position contre l'État, par exemple, pris en charge par des fonctionnaires d'État. Et pour nous, par exemple, dans le projet, donc ça c'est une parole personnelle, hein, c'est pas une parole du collectif, je m'inquiète vraiment de savoir comment on fait pour à la fois développer une éducation informelle dans le cadre scolaire, tout en garantissant que ce puisse être un espace libre de critique et en n'inquiétant pas sur ce potentiel qui a tellement été, parce que bon, il reste des poches de CMEA, il reste des poches comme ça, mais l'éducation populaire a quand même beaucoup fondu. Comment on fait pour que notre volonté à nous ne vienne pas détruire ce potentiel politique extérieur à l'État? Et ça me questionne parce que l'éducation, il a existé donc le mouvement d'éducation ouvrier, l'éducation nationale a flingué ça, empêchant aussi un potentiel de rébellion, un potentiel de contestation. Et actuellement, un dernier espace d'éducation informelle, elle est du côté, on va dire, des associations, de certaines actions de pédagogie sociale vraiment hors les murs. Et moi, ce qui me questionne, c'est sur si on re-rentre dans les murs avec ces démarches, tout en ayant une envie terrible. Et voilà, c'est un point, ici, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire là-dessus. C'était là-bas. Là-bas. Ah oui. Et après, tu voudras prendre la parole après. Moi j'avais une question sur la pédagogie sociale que je viens de découvrir aujourd'hui. Et je me demandais que devient le lieu école. Est-ce qu'il existe encore ou pas comme la pédagogie sociale? Les intervenants, si vous voulez faire une réponse directe, le micro et son fil, il faut que ça parte. Il est allumé, mais il faut venir jusqu'ici. Très brièvement, par rapport au lieu école, bien sûr que l'école continue d'exister, mais c'est vrai que, je dirais, aujourd'hui, l'école n'est plus notre problème, dans ce sens où nous n'essayons pas de nous adapter à elle, d'être complémentaires de l'école. On essaye de sortir de cette idée de complémentarité de l'école, de cette idée de réseau. On est plutôt dans l'idée, nous, cette éducation informelle que nous donnons aux enfants, s'ils vont à l'école, ça leur servira. C'est sûr, ils vont en tirer profit, y compris à l'école. S'ils vont un peu à l'école, ça leur servira aussi. Et s'ils ne vont pas du tout à l'école, ça leur servira encore. Vous voyez? C'est-à-dire on est dans l'indépendance, pas une indépendance d'indifférence, une indépendance d'autonomie et d'émancipation, de se dire ce que nous le faisons pour nous le faisons pour eux, nous le faisons pour développer un pouvoir d'agir et d'intervenir qui de toute manière servira. Mais vous savez, c'est la même question qu'on a en pédagogie freinée. À quoi ça sert de faire de la pédagogie freinée au CM1 si l'institut de CM2 est traditionnel? À quoi ça sert de faire de la pédagogie freinée en élémentaire si les gamins vont au collège? Parce que vous avez vu le collège, quoi. Vous savez, Freinet, on lui posait la même question, à quoi ça sert? Et vous savez très bien ce qu'il répondait, la nuit tombera bien assez tôt. Ce que nous le faisons pour le temps du jour, pour les minutes de jour, pour maintenant. Et il en sortira quelque chose. Le gamin qui a appris à lire en pédagogie Freinet, il ne perdra jamais ce désir de lire, il ne perdra jamais ce pouvoir de lire. Son destin scolaire, nous ne le maîtrisons pas. Par contre, il sait lire, il aime lire, il peut lire, vous voyez? Personne ne pourra lui retirer ça. C'est quelque chose de gagné pour toujours, irréversibilité. Et l'autre chose par rapport, qu'est-ce qu'on fait en pédagogie sociale quand on est en institution? Est-ce qu'on n'est pas en contradiction permanente? Moi j'ai envie de dire que même dans la pire des institutions,
Même dans la pire des institutions, nous sommes libres de nos interactions avec les autres. Quel que soit le programme, quelle que soit la norme, quelle que soit la règle, nous sommes libres de nos interactions. On n'est pas obligé d'en rajouter. On est parfois obligé d'exécuter. Mais on n'est pas obligé d'en rajouter. On est libre de notre pensée, on est libre de dire ce qu'on pense, on est libre de dire des choses authentiques à l'enfant. De lui dire, tu sais, en fait, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. On est libre de le dire. Qui va nous en empêcher? On a plus de liberté qu'on croit. Le micro de... Oui, donc c'était pour répondre à Laurent Hott. C'est la première fois que je vous entends et c'est vrai que c'est très vivifiant. Et bon, alors j'ai peut-être mal compris, mais moi je voulais faire part de mon impression sur l'institution. Je la vois pas non plus comme quelque chose de forcément 100% négatif et forcément à abattre. Parce que moi j'ai pas beaucoup d'illusions effectivement sur l'institution en tant que le gouvernement, qu'est-ce qu'il va nous pondre et qu'est-ce qu'il va proposer pour la suite de l'éducation nationale, mais je remarque quand même que ça peut être un point d'appui justement pour penser une émancipation, une éducation nouvelle. Il y a des points d'appui à l'intérieur de l'institution et moi je voudrais pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain si vous voulez. Alors je sais pas si vous vous appelez à ça ou pas, mais je pense, j'ai griffonné des choses. Par exemple, on a quand même une école qui est accessible à tous, sans conditions de ressources, etc. Ou presque. Non mais bon, voilà. Ou presque tous, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Elle est gratuite en tant que fonctionnaire, ou presque. Non mais c'est important parce qu'en tant que fonctionnaire, on a aussi un statut protecteur. C'est-à-dire qu'on a une liberté pédagogique, quoi qu'on en dise, et on peut l'utiliser sans avoir trop de soucis. Hein, ou presque. Quand Maurice Thorez crée le statut des fonctionnaires, il pense à ça, il se dit comment est-ce que je vais faire pour que même si l'État tombe dans de mauvaises mains, les fonctionnaires aient la capacité de résister au moins un minimum. Et donc, tout ça, rien que les petits éléments que je viens de citer, ben ça a quand même de quoi en défriser certains. On voit toute la droite qui est vent debout depuis des décennies contre l'éducation nationale et qui pousse très fort, elle aussi, à cette destruction et à la destruction de ces acquis qui sont pas, c'est pas la panacée, mais ils sont quand même là. Et donc, voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que vous vous appelez à la destruction de l'institution? Ou alors, comment vous la concevez? Moi, je la conçois comme un lieu inévitable d'action, parce qu'il n'y a que, à mon avis, à l'intérieur de l'institution, qu'on peut défendre une école vraiment pour tous, vraiment gratuite, et avec une vraie liberté pédagogique. Et la deuxième question que j'avais à vous poser, finalement, parce que l'alternative que l'on voit bien dans notre société, c'est pas la pédagogie sociale, avec tout le respect que je dois à ces idées, à ce mouvement. Ben, je me demande, moi, qu'est-ce qui pèse aussi contre la loi du marché? C'est-à-dire que si on n'a plus cette institution, eh ben, on va se faire ravager par l'école privée, où il y aura des différences entre ceux qui ont le capital pour avoir les meilleures écoles et ceux qui feront des beaux parcours, et puis il y aura des écoles dans la rue pour les pauvres, et quel avenir on réserve à ces gens-là, quoi. Donc bon, j'ai pas votre éloquence, mais c'est des questions que je me pose. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui peuvent répondre aussi bien. Il n'y a pas besoin de ça, que ça fasse des allers-retours. Alors, je ne sais pas si je peux répondre, mais ce que j'aime dans la façon dont tu as amené les choses, Laurent, c'est cet enthousiasme et cette passion. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on agit sur des terrains qui sont abandonnés, avec des familles les plus en difficulté.
avec des choses qui sont de plus en plus compliquées, avec une précarité qui s'installe et qui fait basculer les situations. Et en même temps, ce que je trouve étonnant dans cette façon d'agir, c'est qu'à force de faire et de construire des choses ensemble, on percute bien plus sur les ressources, les envies, les désirs, les rêves. Et ça, à un moment donné, comme dit Laurent, ça devient irréversible parce que ça nous contamine complètement. Il l'a nommé, c'est une précarité totale. Chaque année, on se demande si on va pouvoir continuer. Voilà, il y a plein de choses qui sont compliquées. Et en même temps, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a cette force de mobilisation d'une nécessité, du fait que c'est pas suffisant ce qui existe. Donc il y a des choses à construire. Et ce que tu disais là sur le statut de fonctionnaire, c'est vrai que j'ai découvert trop tard, parce que j'ai été fonctionnaire moi pendant 20 ans, je bossais au conseil départemental, et j'en suis partie en courant, vraiment. Et par contre, ce que je trouve très dommage et en même temps, c'est une issue fantastique, c'est que pendant l'ordonnance de 45, la volonté du statut de fonctionnaire, c'était surtout d'être une force de position et un espace démocratique qui disait les agents de base, ils sont complètement légitimes pour dire une loi, elle est utile, elle est applicable ou elle est complètement nuisible, et ça, on est porteur de ça. Et ce que je trouve intéressant dans tout ce qui s'est décliné maintenant, c'est de se dire, retrouvons notre enthousiasme, nos envies, et puis cette notion d'arriver à s'émanciper de ce qui nous fout la trouille. Parce que c'est le risque, dans ce que tu disais, il y a le côté un peu raisonnable de se dire, finalement c'est mieux que rien. Non, je pense qu'on peut faire bien mieux. Voilà. Tu te présentes, Josiane? Oui, pardon. Tu es quand Josiane Guinter, je suis du chantier de pédagogie sociale et je travaille sur Saint-Étienne. Alors, c'est vrai que tu vas parler, possible, oui. Ça dévie, etc. C'est sûr, c'était la table ronde sur les apprentissages informels, n'hésitez pas à revenir, et puis on retourne tous dans notre classe en septembre, quasiment, pour qu'on puisse avoir envie d'y retourner. Christian aussi, si vous avez des questions à lui poser plus particulièrement sur ce qu'il fait aussi dans sa classe, et à Valérie, n'hésitez pas. Oui, prendre la place, Laurent. Erwan, je suis au chantier de pédagogie sociale, mais je suis pas un acteur de la rue. J'ai pas une activité d'atelier de rue. Et je marque bout, je m'accroche au chantier de pédagogie sociale, au milieu de tous ces fous furieux de la rue, mais parce que je pense que dans l'école, dans ce qu'on fait dans l'école, il y a quelque chose à transformer qu'on ne doit plus appeler école, qu'on ne doit plus appeler scolaire, de l'extrascolaire, du périscolaire, j'aimerais qu'on n'entende plus parler, et que régulièrement, on discute aussi avec Laurent, je dis mais pourquoi vous ne montez pas, il n'y a pas une structure du type de ce que faisait Paolo Frère, en disant c'est des lieux, des espaces, à la fois on est dans la rue, il y a aussi des lieux d'accueil qui sont permanents, qui laissent entrer le social, l'endroit d'un secteur comme vous défendez, c'était un espace qui devenait un espace ouvert au monde. Et c'est ça qui m'intéresse le plus maintenant, de plutôt avoir quelque chose qui met en lien et non qui sépare en disant les ateliers de rue c'est la pédagogie sociale. Pour moi, dans les débats qu'on a, la pédagogie sociale, elle entre dans tout ce que disait Radinska, dans ce que tu écrivais dans les bouquins en parlant de Radinska, qui est une pédagogue sociale polonaise à l'origine, et qui parle beaucoup de l'école, qui ne parle pas d'ateliers de rue, qui parle beaucoup de l'école et de ce qu'on peut y faire dedans. Mais dans une école qui n'est pas celle qu'on conçoit. Et je pense qu'on aura du mal à maintenir à faire évoluer ça tant qu'on parlera du scolaire, du périscolaire, comme parlait le CMA. Vous intervenez sur le périscolaire, alors que nous maintenant on monte une école en disant c'est pas une école. Mais on a une déclaration administrative d'école, mais on s'en fout de ça, c'est une stratégie pour rentrer dans quelque chose où on n'a pas de périscolaire, on n'a pas d'extrascolaire, on a un lieu qui sera un lieu d'accueil, et on attend qu'une chose, c'est aussi de sortir, d'aller faire des ateliers de rue, mais autant d'avoir ces ateliers de rue qui permettent aussi de faire venir le social dans un lieu qui serait ouvert en permanence. Et ça devient une transformation, à mon avis, qui est de l'ordre de la pédagogie sociale et de la pédagogie créative, mais ça suppose que nos lieux appelés écoles, ils soient radicalement transformés dans leur ouverture
Et dans la pratique, tout ce que disait Laurent sur l'irréversibilité, sur l'inconditionnalité, tout ça, on les retrouve sur la manière de pratiquer dans les ateliers, on les retrouve dans des pratiques qu'on a à l'intérieur. Moi, ce qui me fait le lien, c'est avec la pédagogie du troisième type, qui est exactement dans ce schéma-là, et qui, pour moi, est de la pédagogie sociale. Il y a une sorte de définition, on est parti sur une espèce d'opposition entre le fonctionnariat, entre les institutions, les choses, et je pense qu'il y a à lisser et à transformer les choses. Alors, si on est encore à résister à l'intérieur de l'institution éducation nationale, très bien que ça continue. Je pense qu'on peut avoir les mêmes objectifs en fonction de nos parcours de vie, de l'état où on en est, de notre construction, etc. Mais par contre, on a un objectif qui peut être commun et qui renvoie, et le chapeau global, c'est d'aller sur un mode qui est de transformation et de destruction. Moi, je rejoins Laurent dans l'histoire de la destruction des institutions telles qu'elles sont. Je pense qu'on a à réinventer d'autres choses, et on a encore arc-bouté sur des schémas d'opposition entre le ministère qui s'occupe du périscolaire, des scolaire, le ministère qui s'occupe du scolaire. Et si on chante tous ces éléments-là, on a une autre voie qui est ouverte. C'est ce que faisait Paulo Freire, il me semble. Je ne connais pas suffisamment, mais je me retourne sur des lieux d'accueil. Et voilà un petit peu là où je pense qu'il y a du lien à faire, et à se mettre en... Moi, j'ai peur d'une opposition qui amène plutôt la séparation plutôt que d'avoir du lien, mais qui nous oblige, nous, à ce moment-là, dans nos classes, à repenser quelque chose qui se fait tout le temps. Mais ça suppose dans l'éducation nationale aussi, j'ai été fonctionnaire à l'éducation nationale aussi, je l'ai quitté plus pour des questions psychologiques à un moment donné de pression, et pour se dire, j'arrive pas à la transformation de l'irréversibilité, je la vivais à l'intérieur. On voyait les familles, ce que dit Josiane, je le vivais sans être dans la rue. On voyait des familles précaires qui étaient à l'école, qui étaient reçues, et on voyait la transformation dans ce que dit Laurent, le fait qu'on changeait de contact, qu'on changeait le mode d'accueil dans la classe, et dans peu importe ce que foutait le reste de l'école, mais dans la classe on faisait ça. On voyait les familles se transformer avec leurs gamins, et tout ce qui se passait. Sauf qu'on était à chaque fois, à un moment donné, quand la transformation commençait à opérer, que les familles commençaient à rentrer de plus en plus, que le mouvement partait, tchac, la hiérarchie réintervenait et venait nous bloquer juste à ces moments-là. Tant que c'était pas arrivé à ce stade-là, ça allait, on te laissait encore avancer. Et au moment où hop, les familles commençaient davantage dans la prise, dans une fusion plus, je ne sais plus les termes qu'utilisait Laurent là de tout à l'heure, mais plus affective. On rentrait dans des relations où on était plus séparés, enseignants, famille et tout. C'était un mélange d'éducation commune et d'affectivité qui se prenait aussi ensemble. Et là l'institution réapparaissait. Et je l'ai vécu plusieurs fois. Puisqu'à chaque fois, il nous bloque, il nous redéplace, il nous fonctionne, etc. Mais à chaque fois, au bout, en très peu de temps, on arrive à monter ce genre de choses avec l'énergie. En 1 an, en 2 ans, tiens, c'est parti. Les familles, on trouve tout le temps des gens, ça démarre, et clac, ça bloque. Et ça, c'est parce qu'on ne veut pas collectivement aller transformer ces choses-là, obliger l'institution à se transformer à ce moment-là, et si ça ne marche pas, s'appuyer sur des institutions. Moi, je pense qu'une je dis institution, il va pas aimer, mais des associations qui sont en travail de rue, il faut les faire rentrer, elles viennent nous bousculer l'intérieur de nos écoles, et nous, qu'on puisse sortir aussi. Erwan, c'est un petit peu long. Ouais, c'est pas pardon. On pourrait peut-être avoir le point de vue des CMEA sur ces questions-là. Juste, je ne sais pas si c'est le point de vue des CMEA, mais c'est au moins ce à quoi je pensais en écoutant tout le monde, mais notamment toi. Lorsqu'on a décidé de nous investir fort dans la formation des personnels du périscolaire, c'était aussi et notamment dans leur qualification, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ces personnels municipaux, je parle en primaire, donc personnels municipaux, sont très souvent dans la précarité pour certains emplois, dans la non-qualification, donc dans l'impossibilité complète de discuter avec les enseignants. Pour peu que ces enseignants soient, et il y en a, peut-être pas ici, mais autant méprisants,
aucune co-construction sont possibles pour transformer l'école en un lieu de vie. Enfin, ce que tu dis, c'est... Et on pourrait rêver, et on rêve, avec d'autres, et pourquoi pas vous, de penser à un accueil de l'enfant qui n'a pas des frontières ni administratives, ni personnelles, ni de je ne sais quoi, du moment où il doit quitter sa famille au moment où il doit la rejoindre. On pourrait rêver ensemble, et quand on peut, on le fait, à une organisation, c'est peut-être aussi l'exemple du collège, à une organisation où ensemble, avec nos différences qui font des richesses, qui devraient faire des richesses, nous penserions le temps de l'enfant. Ça, oui, à condition que les acteurs aient appris quelque part, au fond d'eux et dans des compétences, à travailler avec les autres, dans l'interdisciplinaire ou du pluridisciplinaire, vous dites comme vous voulez. Or, moi je peux témoigner de par la quantité de personnes du périscolaire, je fais exprès de réinsister, que j'accueille en formation, de ce syndrome d'infériorité, de témoignages très très nombreux de l'impossibilité de parler avec des enseignants de pédagogie, puisqu'il n'y aurait que les enseignants qui causent pédagogie, et donc de se mettre ensemble pour faire évoluer l'école, la révolutionner, la faire évoluer, vous employez les termes que vous voulez. Mais là, si les CMA peuvent travailler à ça, ils seront là, et ils le sont dans un certain nombre d'endroits, et à travers les messages que nous essayons de faire passer quand on fait de la formation d'enseignants et quand on fait de la formation de ce personnel du péri. Et quand on arrive à faire de la formation des deux ensemble. Mais ça, c'est administrativement un peu plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une question, Laurent. Oui, par rapport, je ne voudrais pas que l'intervention d'Erwan s'éloigne trop. Je voulais juste te dire à propos de son intervention, cette phrase d'Elena Radlenska, qui à mon avis reprend exactement ce que tu as dit. Elena Radlenska disait, il faut détruire en construisant, il faut construire en détruisant. C'était qui? Je n'ai pas vu. Bonjour Frédéric Jésus. Pour prolonger votre réaction, madame, ou ta réaction, c'est un peu, ta réaction, puisqu'il est question d'apprentissage informel, et je voudrais revenir sur ce que disait Christian au tout début de son intervention. Les enfants arrivent à l'école, mais ils arrivent aussi au centre de loisirs, ils arrivent dans différentes structures éducatives, déjà détenteurs d'un certain nombre de savoirs et d'apprentissage. On peut faire le pari qu'une partie de ceux-ci ont été construits en famille élargie. Donc ma question est, pour prolonger ce que tu disais sur le lien entre l'univers scolaire, est-ce que moi aussi je me refuse à appeler l'univers périscolaire ou extrascolaire, parce que ça maintient une centration non émancipatrice à l'égard de l'école pour tous ces temps-là, j'en ai parlé hier. Mais donc, pour revenir aux apprentissages informels, ceux qui ont été construits en famille, parce que moi j'avais l'idée que l'éducation informelle, c'est surtout l'éducation dans l'environnement familial et au-delà, et l'éducation pendant les temps libres étant plutôt l'éducation dite non formelle. Bon, on ne va pas se batailler sur les terminologies, mais je reviens à la question, comment faites-vous, en tant qu'enseignant, en pédagogie sociale et en formation d'animateurs, pour reconnaître, intégrer, valoriser les apprentissages familiaux? Certains sont peut-être utiles pour le collectif, d'autres peut-être un peu moins. En tout cas, ils existent. Qu'en faites-vous? Ce sont des apprentissages informels, ils ont une valeur, ils peuvent avoir une place, ils peuvent être partagés également. Christian répond et après tu... Alors, il y a une caractéristique, je dirais, en pédagogie Freinet, c'est que... Il n'est peut-être pas allumé. Ouais. Bon, si je parle assez fort, on m'entend. Isabelle, tu m'entends? En pédagogie Freinet, c'est qu'on considère l'enfant comme étant savant ou sachant. Savant, on dirait, c'est parce qu'il a une certaine expertise, mais en tout cas, ça n'est pas en effet une espèce d'outre-vide qu'on va remplir. Si bien que, évidemment, on ne va pas l'évaluer quand il va rentrer dans sa classe on ne va pas faire de QCM pour savoir ce qu'il sait, ce qu'il a apporté au groupe. Et c'est pour ça, encore une fois, quand on ne sait pas, eh bien, on leur fout la paix, on les laisse faire et on interagit. C'est avant tout la relation qui est importante pour simplement déjà se connaître et construire une expérience commune.
Alors moi, j'ai dit souvent que c'est le problème de l'école, entre parents. On profite pour faire une parenthèse sur l'institution. Pour moi, l'école, c'est quand même, elle est quand même, enfin, j'ai envie de dire, l'école, c'est la somme de ses parties. Ça marche pas dans les systèmes vivants, mais pour l'école, c'est un peu ça. Et moi, quand je regarde les parties, à savoir une bonne partie de mes collègues, ça me pose problème en tant que parent quand je dois en effet inscrire mon enfant à l'école publique, quand je sais en effet dans quelles conditions il va être accueilli et comment en effet vont se construire les apprentissages et l'enseignement. Donc en fait, ça ne va pas de soi que de défendre l'école publique comme tu pouvais le faire, enfin, dans le contexte actuel. Et j'ai presque envie de dire, de mon point de vue, c'est pas un problème. Mon problème, il est ailleurs. Pour revenir, je dirais, à la dimension donc informelle, puisqu'on ne sait pas, eh bien, je considère, moi, quand on accueille pour la première fois des enfants que l'on ne connaît pas, qui ne se sont pas choisis, qui n'ont pas choisi le lieu, qui n'ont pas choisi le maître, qui n'ont pas choisi l'école, eh bien, on est dans une situation de classe, de société de classe, alors pas d'un point de vue marxiste, hein. C'est-à-dire qu'une société, elle se caractérise par le fait que des gens qui ne se sont pas choisis doivent vivre ensemble et donc sont soumis à des règles explicites et des règles qui s'imposent à eux en soi. Donc cette dimension explicite, elle est a priori. Et petit à petit, notre objectif en pédagogie Freinet, c'est de passer d'une société de classe à une communauté de classe, c'est-à-dire ensemble construire une relation, une expérience commune pour qu'à un moment donné, on passe de l'explicite à l'implicite. Et pour que justement, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait quelles sont les compétences disponibles dans la classe, quand je dis compétences au sens large, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous pouvons apporter au groupe, eh bien il faut du temps. Et même quand on a une classe 1 an, comme disait Laurent, c'est fondamental. À un moment donné, on est toujours porteur d'une expérience sensible qui sera disponible à un moment donné de sa vie. Peut-être pas, peut-être ça n'émergera pas. Vous savez, c'est comme la mémoire. Hein, on nous a appris que finalement, on n'oubliait pas grand-chose. Le vrai problème, c'est la récupération. Eh bien, s'il y a des éléments déterminants qui permettent de récupérer, en effet, ce temps où on a construit inconsciemment, je dirais, une qualité de relation et donc une certaine forme d'émancipation, eh bien, c'est essentiel, même si ça dure en effet 1 an. Et même si on est, je dirais, TRS, remplaçant à la journée ou à la demi-journée. On a toujours, je dirais, à avoir en tête comment puis-je faire dans le temps qui m'est imparti, comment puis-je faire en sorte que les enfants puissent faire l'expérience, encore une fois, des libertés fondamentales. C'est ça l'émancipation, de mon point de vue. Puis-je donner une anecdote en réponse à ta question, mais sauf si y a d'autres. Alors on va laisser... Vas-y, peut-être, et puis... Moi, j'éteigne là. Moi, je voulais juste revenir sur la destruction institutionnelle, on a pas mal parlé de ça. Et en effet, on voit qu'aujourd'hui, l'école, elle a tendance à tout prendre pour elle, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dehors, quoi. Les maisons de quartier et tout, c'est la folie, quoi. Il n'y a plus rien, c'est flippant. Elle prend les études, elle fait des trucs d'art, des je sais pas quoi, elle fait rentrer des trucs dans l'école, et ouais, du coup, dans les quartiers, il n'y a plus rien, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est énorme de travailler autour de ça en pédagogie sociale, de redévelopper tout ce qu'il y a de moins en moins. Mais en même temps, je dis qu'il faut faire quand même attention à cette histoire de destruction institutionnelle parce que, en fait, elle est aujourd'hui à la destruction institutionnelle, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on la voit avec les mouvements d'écoles privées, même des collègues à nous qui sont peut-être même parmi ici, voilà, ils ont des écoles privées ailleurs, ils font des trucs, ok, on voit le public qui est là en fait. C'est pas les enfants des quartiers, c'est des enfants qui sont déjà bien pensants, qui sont déjà des classes que nous, certes on fait aussi travailler avec elles, mais voilà, nous il y a un mouvement d'éducation populaire, le mouvement Freinet, et moi je dis juste faut faire attention, voilà, le taf il est dans l'école aussi parce que en fait c'est là où la masse elle est, quoi. La masse elle arrive là, et quoi qu'il arrive, elle arrivera toujours là en fait. C'est vrai que c'est chiant, mais voilà, et ce que tu disais avant, nous on se ressent vachement là-dedans, c'est-à-dire que on commence à faire plein de taf et tout, et puis il y a l'inspecteur qui vient, il vient casser le délire et tout, mais en même temps on se dit, les Saint-Denis, et je pense c'est lié à plusieurs, à beaucoup de collègues, et en fait par la suite, on arrive quand même à tenir, les inspecteurs ils sont là, ils nous disent là il va falloir faire ci, faire ça, puis on leur dit non, on va faire comme ça, on va faire comme ci. Puis les parents ils viennent embêter, c'est compliqué, on a plein de prises de tête, mais bon.
Et avec la force en fait d'être à plusieurs, on arrive quand même à résister et à arriver à s'apprendre dans les écoles, pour d'école. Voilà, des choses se créent, mais bon, c'est vrai que voilà, tu fais un loto par exemple, il y a 400 personnes qui viennent dans nos écoles urbaines, tu te dis merde, il y a un problème, quoi. Il n'y a rien autour, quoi. En fait, il n'y a rien à faire dans le quartier. Et c'est vrai que du coup, je me dis, c'est vraiment pourri. Et je me dis, il y a aussi faut pas oublier quand même que le taf sur l'école, des gens qui viennent en masse, il est là, on a cette chance-là d'arriver à avoir 25 gamins dans les classes, voire 30. Ils sont là, quoi. C'est l'avantage qu'on a en étant Il nous reste plus très longtemps. Ouais, c'est juste ça à dire, faut pas oublier le taf dans l'école et tout, pas lâcher comme la lettre. Juste une illustration, puisqu'on est interpellé sur comment on fait dans les formations. Alors, c'est pas une formation, c'est un travail d'élaboration de projet éducatif territorial. C'est pas une anecdote. Enfin, l'illustration, c'est on travaille sur le règlement intérieur. Ça, c'est génial de travailler sur les règlements intérieurs. Et les règles qui doivent être appliquées que sur le temps scolaire, celles qui peuvent être différentes sur le temps hors temps scolaire. Et une anecdote en école maternelle, dans le règlement intérieur, pas le droit de venir avec des chaussures à lacets et des salopettes avec des boucles. Parce que les enfants ne savent pas s'habiller tout seuls. Voilà, juste ça. On peut discuter un moment. C'est quoi la reconnaissance de la compétence acquise ailleurs? C'était ça ta question, hein, en partie. Oui. J'avais dit que c'était une anecdote. Il nous reste 5 minutes, on a commencé à 9h05, on finit à 35 si ça vous va. Ça, si vous voulez. Vas-y. Deux questions. Il y avait Mélissa, tu voulais prendre la parole? Non, Mélissa? Non, c'était qui? Ah, là-bas. Vas-y. Si c'est possible, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions masculines. Donc, non, je dis ça parce qu'il y a aussi la question de l'émancipation en termes de. On en a parlé à une table ronde hier. Non, je rejoins ce que dit Geoffrey avant. Alors, je m'appelle aussi Geoffrey, je travaille aussi à Saint-Denis. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye un peu de porter. On essaye un peu de porter la question de se battre contre toutes les oppressions. Moi, en tant que, je suis aussi syndicaliste. Du coup, mon curseur, je le déplace plutôt du côté des travailleurs. Parce que pour moi, c'est une question liée à la question de la lutte des classes, liée à la question du capitalisme. Après, ça ne veut pas dire qu'on va attendre la révolution sociale et libertaire pour faire le fabuleux travail qui est fait par le courant de la pédagogie sociale. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu une conférence de Laurent, c'était il y a 15-20 ans, et je m'étais dit, ouais, c'est exactement ça que je veux faire. Et hier, quand j'ai vu le spectacle, si on aborde la question de l'antiracisme, par exemple, hier, le spectacle, il faut le montrer à tout sur les questions d'antiracisme, de voir, on va dire, si je prends le vocabulaire de la droite, toutes les minorités qui font des choses ensemble, il y a un sacré boulot qui est fait, ne serait-ce que d'un point de vue autogestionnaire, et ça, c'est top. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Moi, tu vois, ça me bouscule énormément d'un point de vue très perso. Et du coup, je me dis, merde, la manière dont tu milites la question de la lutte des classes du mouvement social, en fait, c'est pas ça. On va aller voir les gens qui sont les plus opprimés. Enfin, voilà, si on peut pas refaire toute l'histoire de ce qu'on assimile, Zigane, Rome, machin, etc. Mais en termes d'oppression, voilà, on n'est plus dans le camp des travailleurs. On a la question de si j'ai déjà dit tout à l'heure. Et pour moi, il y a un espèce de boulot à faire là-dessus. Et du coup, le curseur pédagogie sociale, je le trouve hyper intéressant, mais je pense que la question sociale, comme l'a dit Geoffrey, elle est assez importante. Je pense que c'est pour ça que la pédagogie Freinet, elle est intéressante dans l'école, en tant que service public, mais après, il ne faut pas se leurrer, c'est une école bourgeoise. Enfin, si on prend l'histoire de la Commune et de Jules Ferry qui a repris le truc derrière, c'est bien pour casser le mouvement ouvrier qui était présent et qui était important. Et c'est pour ça que la question sociale, je pense qu'elle est aussi importante. Tant qu'on aura cette société capitaliste de merde, je pense on sera forcément divisé. D'un point de vue social, d'un point de vue, je prends le grand mot racial, etc. Voilà, je m'arrête là, mais pour dire que je pense que les luttes, elles sont à mener, et la fameuse convergence des luttes, elle est à mener partout. Il y a une autre prise de parole, une dernière prise de parole et on arrêtera. Vas-y. Oui, ça va, oui. Donc moi je m'appelle Philippe Bain, je suis instituteur Freinet à la retraite. J'ai fait toute ma carrière dans l'école publique, donc je ne suis pas du tout inclus dans le chantier de pédagogie sociale. Par contre, ça m'interpelle effectivement. La défense de l'école publique, effectivement, là est gratuite, obligatoire.
tout était effectivement, quand la parole a été prise là-dessus, sur le presque. Et sur le fait que, je pense, enfin, moi c'est comme ça que je le dis et je pense qu'on a ça pour ma vie, tirailler entre le fait de se dire, bah oui, il faut y aller, et puis le fait de se dire, mais c'est de la merde. Et après, chacun met le curseur comme il peut, où il peut, et il fait ce qu'il peut avec ça. Moi, je sais que, par exemple, tout ce que tu racontes là sur la prise de parole. Ça me tente beaucoup, mais je n'ai pas forcément la force de le faire. Ensuite, il y avait, tu disais qu'en maternelle, on était aussi assez libre. Non, enfin, plus libre. Ça m'a permis. Ça t'a permis à toi. Je pense qu'il y a, dans ce qui a été dit là, dans les quartiers, on est aussi un peu plus libre parce que personne ne veut y aller, la hiérarchie ne sait pas faire. Et donc, enfin, moi j'étais en campagne, mais j'étais aussi en ville, et c'est une certaine liberté aussi de pouvoir se dire, bah écoute, tu veux pas que je fasse comme ça, viens, vas-y, fais. Et ils savent pas. Donc ça nous laisse aussi une marge dans cette situation. Après, je voulais intervenir aussi sur très court, sur les apprentissages informels, où il y avait une espèce d'opposition entre ce qu'on pouvait faire à l'école ou pas. Moi, j'ai toujours pensé que, en fait, on ne sait pas ce qui a généré de l'apprentissage, même dans une classe, même quand on a fait une leçon, et que même les apprentissages scolaires, il y en a une grosse partie qui se fait à l'extérieur de la classe, dans des relations et dans d'autres choses, et rien ne dit que c'est notre action qui a fait ça. On s'arrête là, merci à vous trois, et vous pourrez donc aller les voir en individuel.